Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de ce livre, Aide-moi si tu peux, de Jérôme Attal, qui est paru aux éditions Robert Laffont. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Et nous nous étions arrêtés pile poil à la fin du chapitre 9. Je commence donc le chapitre 10. Le portail aux lattes blanches, dont les extrémités étaient taillées en pointe et qui prolongeait la palissade encadrant la maison, était grand ouvert. Nous le franchîmes pour emprunter une allée de gravier qui déclencha dès nos premiers pas le système d'éclairage. On est dans Tron ou quoi ? Laissai-je échapper. Autour de nous, la résidence pavillonnaire s'enfonçait progressivement dans le sommeil. Nombreux volets clos, maisons fermées en raison des départs en vacances dus au long week-end de la Pentecôte. Une petite contrée fantôme, mise sur veille automatique, à peine troublée par le chant des grillons qui résonnait au loin, comme l'écho immuable d'un radio-réveil. C'est fatigant ce bruit, dis-je. Quand je pense qu'il y a des personnes parfaitement sensées qui ont ça comme sonnerie de téléphone portable. « Quelle est la vôtre ?» m'interrogea Sparks. « Pardon ? Votre sonnerie de téléphone, c'est quoi ?»« Une chanson des années 80, dis-je sans m'attarder. J'appuyai sur le bouton de sonnerie du pavillon des Georgiens. Un ding-dong des plus banals. Je me souviens que mon père avait acheté en 81 ou 82 un super modèle de sonnette à l'américaine qui entonnait à chaque pression de l'index une cinquantaine de titres que l'on réglait sur un boîtier à l'intérieur de la maison, parmi lesquels le standard du gospel. Oh when the saints go marching in, et la mélodie écossaise Old Lang Syne, plus connue chez nous sous son titre français. Ce n'est qu'un au revoir. La porte s'entrebâilla et Valérie Georgien nous accueillit, levée dans un élégant peignoir à motif léopard, un cigarillo à la main. Ses cheveux étaient emmaillotés dans une serviette de bain rose arrangée en turban, et de fines gouttelettes d'eau ruisselaient de temps à autre sur ses joues, avant d'exploser en silence sur les dalles du carrelage. « Je suis épuisée nerveusement, » nous dit-elle en guise de bienvenue. « Et vous n'arriviez pas. J'ai pris une douche et me préparais à aller me coucher. » Nous nous gardâmes bien de confesser que notre retard avait pour cause un arrêt dînatoire dans les années 80. Elle nous fit entrer chez elle. Les vapeurs dansant, agressives, en trop abondante quantité, étaient censées faire oublier le foutoir indescriptible qui régnait dans le salon. Elle s'assit sur un canapé 3 places surchargé de coussins brodés. Puis proposa à Sparks un fauteuil. Et comiquement, me pria de m'installer à ses côtés, accompagnant sa parole d'un geste du poignet, ravissant et nu, bien qu'encombré d'une enfilade de bracelets et qui sortit de la manche de son peignoir, comme un serpent à sonnette jailli de sa tanière. Je dus agripper, puis, après une brève hésitation, jeter pêle-mêle à terre 5 ou 6 coussins avant de trouver la place adéquate où m'asseoir. C'était encore une jolie femme. Bien que soutenir son regard plus de 30 secondes donnait l'impression d'entrer de son plein gré dans un établissement psychiatrique doté de portes saloon, pour le battement des cils. Depuis la disparition de Tamara, du moins la confirmation par la police que la jeune fille n'avait pas fugué chez son père, Valérie Georgien était en proie à une dépression atone dépourvue de manifestations extérieures d'angoisse, comme un milkshake ingurgité trop vite, et qui vous écœure, vous immobilise totalement, sans savoir encore par quel orifice vous allez le payer. Elle avait repris son quotidien, mais était sujette à de longues et violentes absences. Parfois, on la retrouvait prostrée, au milieu du trafic, mettant un temps monstre à redémarrer au feu vert, essuyant une pluie de klaxons pendant plus d'1 minute sans broncher. On la retrouvait tout aussi hébétée au milieu de ses conversations comme de la journée,
Une conversation est une journée, à la différence qu'il n'y a pas de soleil pour se lever ou se coucher à chacune de nos phrases, ou alors le moindre mot prononcé prendrait un sens implacable. Une conversation est une journée, et les siennes, qui avaient souvent été vides pour donner leur chance à ce charme qui émanait d'elles, un charme écorné par les années, mais revenez me voir quand j'avais 25 ans, ou bien tiens, capitaine, 17 ans, l'âge de Tamara. C'est ça. Revenez me voir quand j'avais 17 ans. Et vous laisserez tout tomber. Je vous le promets. Votre métier, vos soucis, votre âge et votre moralité. Vous me direz que je suis différente de toutes les gamines qui peuplent la planète. Et à vos amis, vous raconterez que je suis très mature pour mon âge. Que toutes les femmes de votre génération n'arrivent pas à la cheville de l'empire que j'exerce sur vous. Revenez me voir quand j'avais 17 ans, inspecteur. Et vous percevrez à jamais le mystère de Tamara. Ça ne va pas, capitaine ? Me demanda Sparks. Perdu dans mes pensées, je m'étais laissé glisser du canapé et me retrouvai avachie sur un bout de tapis qui dépassait dessous la table basse. Valérie Georgin me gifla avec la sangle de son peignoir. « Je vous sers quelque chose à boire, inspecteur ? » ?»« Si vous avez du Malibu, je veux bien. »« Du Malibu ? Oui, du Malibu Coco. »« Je vais voir ça. Des glaçons ? » ?»« Merci, non, je n'abuse pas des glaçons. Ce sont comme les adverbes dans une phrase. J'aime sentir la puissance de ce que j'ingurgite. »« Mademoiselle ? » demanda-t-elle en se tournant vers ma coéquipière. « Je vous remercie, mais sans façon. »« Vous êtes sûre ? Même pas un English tea ?» Sparks secoua la tête à la négative. Valérie Georgin se dirigea vers la cuisine, m'abandonnant la lanière de son peignoir qu'elle rabattit sur sa silhouette pour qu'il souligne la courbe de ses hanches, et traversa la pièce avec la noblesse d'un fauve qui se sait observer. Sparks fronça les sourcils, et je me relevai aussitôt pour m'installer sur le canapé en me tenant le plus droit possible. « Ça se voit tant que ça ?» m'interrogea-t-elle en l'absence de la maîtresse de maison. « Ça se voit tant que ça que quoi ? Que je suis anglaise. Elle m'a proposé un English tea. » »« Vous pensez qu'elle est nue ? » ?»« Pardon ? Sous son peignoir. Vous pensez qu'elle est nue ? » ?»« Vous vous croyez où, capitaine ? Chez un joueur de cornemuse duquel vous voudriez soulever le kilt pour savoir si ce qu'on a raconté sur les traditions est la vérité ? » ?»« Je crois bien qu'elle est nue sous son peignoir, dis-je pensivement. J'aimerais lui faire l'amour très doucement pour effacer toutes les fois où elle a été malheureuse. « Mais vous êtes dingue !» s'indigna-t-elle à voix basse. « Reprenez vos esprits immédiatement. »« Ok. Mais juste un peu. Merci. » C'était bien les femmes. Une demi-heure auparavant, Prudence Sparks louait ma façon de voir les choses et à présent, voilà qu'elle me traitait de cinglée. Valérie Georgin réapparut dans la salle de séjour. 2 verres de whisky dans les mains. « Je n'ai rien qui ressemble à votre boisson, dit-elle. J'y remédierai la prochaine fois où vous viendrez me rendre visite. »« J'espère que nous n'aurons pas à revenir, trancha net Prudence Sparks. Parlez-nous un peu de votre fille, Madame Georgin. » Elle me tendit mon verre de whisky que j'avalai d'un trait. Ça n'avait pas le goût de Malibu. Pouah. Passé la première impression, je fis des efforts spectaculaires pour ne pas m'étrangler, et éructer de tout mon être, comme lorsque, enfant, on me conduisait chez le dentiste, et que j'essayais le plus possible de me comporter en grand garçon, réprimant des grimaces d'appréhension à la douleur, pour que le chirurgien dise ensuite à mon père, resté dans la salle d'attente, que je m'étais comporté comme un homme. C'était du courage intéressé. Pour 2 raisons. La première est que mon père, pour me récompenser, m'emmenait ensuite de l'autre côté de la rue, chez le marchand de journaux. Et il m'achetait un numéro illustré de Special Strange Origin ou de Spidey. Et le second, et principal motif, était que je le sentais particulièrement heureux et rassuré quand on lui affirmait qu'il avait un fils courageux. Je dis que mon père,
patientait dans la salle d'attente, mais cela est faux. La plupart du temps, il m'accompagnait dans le cabinet pour bavarder avec le dentiste. C'était un ancien acteur, Alain Bouvette, qui avait eu un petit succès dans les années 50, avait fréquenté la troupe des Branquignoles et joué dans le célèbre film de Jacques Pinotto avec Darry Cole, le triporteur, avant de se reconvertir en dentiste et d'ouvrir son cabinet. Les années 50 de mon père, c'était mes années 80 à moi. Alain Bouvette s'était marié à une Bluebell Girl, une grande et magnifique danoise, qui tenait les comptes et passait une tête dans le cabinet pour discuter avec les patients. Bien qu'il adorât par-dessus tout ma mère, mon père ne pouvait passer à côté d'une entrevue avec une Bluebell Girl. C'était comme si on m'avait proposé de passer l'après-midi avec une Sylvidre d'Albator, ou la fille de la réclame qui ôtait son t-shirt avant de s'asperger copieusement le haut du corps de mousse Tahiti douche. Valérie Georgin haussa les épaules pour signifier qu'elle ne trouvait rien à dire sur sa fille qui pût intéresser la police. D'après elle, Tamara était une adolescente, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, qui s'extasie bêtement pour une paire de chaussures ou une star de la chanson, répétant les vocables « Oh, c'est trop mignon !» 15 fois par jour à tout propos, qui n'arrête pas de pianoter sur son smartphone pendant les repas ou dans les voitures, et qui passe de grandes périodes de son temps enfermée dans sa chambre de la musique plein les oreilles. Avait-elle des centres d'intérêt en dehors de la vie de famille ? Demandai-je. De nouveau, je sentis le regard courroucé de Prudence se poser sur moi. Mais je commençais à trouver un certain charme à l'expression de sa colère. Sous le coup de l'indignation, la jeune Anglaise rougissait intensément. Et cette soudaine pigmentation de la joue qui s'étendait jusqu'aux oreilles était comme un aperçu vivifiant de ce qu'elle aurait pu donner, se laissant aller à des émotions d'un autre ordre. Par exemple, s'abandonnant entre des bras aimants. Elle a fait de l'équitation et un peu de tennis, mais sans assiduité. À un moment, son père s'est mis en tête de lui faire apprécier la corrida. Il s'entraînait dans le jardin, elle brandissant une serviette éponge de couleur rouge, lui plaçant son pouce et son index écartés aux extrémités de son front dans le but de mimer un taureau. À sa rentrée en classe de 6e, quand les professeurs font passer leurs fiches de renseignement sous la mention « Quel métier aimeriez-vous exercer plus tard ?», elle avait inscrit torero. Vous vous rendez compte ? Le soir, après ses devoirs, il lui montrait des renseignements de corrida, des enregistrements de corrida. « C'est Canal+, dis-je, qui a été la première chaîne en France à retransmettre les corridas. C'était dans les années 80. Il y avait aussi du catch. Les combats de la WWF avec Brutus, The Barber, Beefcake, Jack, The Snake, Roberts et l'Ultimate Warrior. Tamara n'a pas fait de catch, si c'est cela que vous voulez savoir, inspecteur, répliqua Valérie Georgin sur un ton agacé. J'en profitais pour surenchérir. Parmi les catcheurs de ces années-là, un dénommé The Honky Tonk Man a connu un très très long règne en tant que champion intercontinental. Tout dans son accoutrement et ses mimiques faisait penser au King, Elvis Presley. Et la particularité de ce catcheur, c'est qu'il terminait toujours ses combats en fracassant une guitare sur la tête de ses adversaires. Est-ce que, par le plus grand des hasards, Madame Georgin, votre fille ne serait pas musicienne ? Et si oui, ne jouerait-elle pas de la guitare ? Je vis Prudence Parks rester bouche bée, devant ma science du raccourci et de la démonstration. Ma façon absolument irréprochable et inspirée de mener un interrogatoire. Prise de court, Valérie Georgin réajusta son peignoir. Elle semblait, pour la première fois de notre entretien, déstabilisée. Inspecteur, je n'ai rien compris à votre raisonnement. Mais à ma grande surprise, je dois vous avouer que Tamara m'a demandé de lui offrir une guitare pour son dernier anniversaire. Mon compagnon n'était pas d'accord, il pensait que ce serait une lubie et que, aussitôt la guitare offerte, elle le laisserait prendre la poussière dans un coin de sa chambre. Je sortais de la poche de ma veste mon petit carnet Moleskine et en relus les dernières notes. Tamara avait un prof de guitare, n'est-ce pas ?
Valérie Georgin eut l'air une nouvelle fois sincèrement bluffée. « Oui ? Mais comment savez-vous ça ? Une quinzaine de jours avant sa disparition, Tamara m'a appris qu'elle avait commencé à prendre des cours. » « Comment ça, une quinzaine de jours avant ?» s'étonna Prudence. « Oui, vous savez, comme le font les ados, ils vous balancent des informations en ouvrant une bouteille de soda lors d'un aller-retour dans la cuisine. Comme si ça n'avait aucune espèce d'importance et toujours en 4e vitesse. » « Dardard, intervins-je. Elle se rendait chez ce professeur ? Demanda Sparks. Avez-vous une adresse ? Je n'ai aucune information supplémentaire. C'était tout récent. Je crois qu'elle ne m'a jamais parlé de son professeur, à part le matin où elle m'a dit qu'elle rentrerait plus tard à la maison à cause de sa première leçon. Et vous n'avez pas posé de questions ? Non, sur le moment, j'ai pensé que c'était une excuse pour traîner avec ses copines après le lycée. Vous savez, malgré ses débordements de tendresse ou de rancœur à mon égard, Tamara est une jeune fille très mystérieuse. J'adore assister à des conversations de femmes. Parfois, je pourrais y faire mon nid. Je vous le promets. Surtout si les deux femmes sont attirantes, chacune dans leur genre. Je pourrais rester assis sur une banquette non loin d'elle à attendre la fin du monde. La fin du monde qui joue à Colin-Maillard, avec notre siècle, protégé dans cet abri anti-atomique que sont les conversations de femmes. Pourtant, en conscience professionnelle oblige, j'ai décidé d'intervenir de nouveau. La guitare de Tamara, il ne lui manquerait pas une corde par hasard. Et vous, il vous manquerait pas une case ? Me lança Valérie Georgin comme si je l'importunais par l'incongruité de mes interventions. Prudence prit le relais. Est-ce que nous pourrions, mon collègue et moi, avec votre permission bien entendu, inspecter la chambre de Tamara et jeter un œil à sa guitare ? Valérie Georgin écarta les pouces au-dessus de ses mains jointes sur ses genoux, pour signifier qu'elle n'y voyait aucune objection. Se leva, nous enjoignit de la suivre et nous précéda dans l'escalier pour accéder à la chambre de sa fille qui se situait à l'étage. Ma coéquipière se glissa entre nous, de peur que je me retrouve au-dessous de Valérie Georgin avec un courant d'air inopiné, chaleur insupportable ce mois de juin, fenêtres grandes ouvertes, ne fende le peignoir et nous plongeait les moi dans une situation embarrassante. À la place, c'est le charmant popotin de Prudence Sparks que j'avais sous les yeux dans la montée, comme quoi, quand les circonstances l'imposaient, j'étais un as de la diversion. Au bout de 3 marches, cependant, je me sentais un peu gênée de la vue imprenable sur les fesses splendides de ma partenaire et commençai à détourner le visage, posant le regard sur les étagères qui ornaient le mur opposé à la rampe. Elles étaient principalement remplies d'albums photos à tranches épaisses. Néanmoins, je remarquai une figurine en résine, représentant un musicien qui tenait une guitare dans le mauvais sens, comme s'il avait été gaucher. J'eus le réflexe de sortir mon téléphone et d'en prendre un cliché. Alertée par l'indication sonore de mon appareil au moment où la photo fut prise, Prudence se retourna vivement et me jeta un regard exaspéré, comme si je revenais d'un reportage sur le charmant popotin des femmes en Île-de-France. La chambre de Tamara était une pièce d'une 12aine de mètres carrés environ, comprenant un bureau de la taille d'un piano droit, un lit, une place et demie, recouvert d'une couette au motif de l'Union Jack, et un stand noir sur lequel trônait une petite guitare folk acoustique. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.